on va passer maintenant à la conférence d'ouverture de ce CNR UT. La conférence d'ouverture plénière sera réalisée par le professeur Hélène Courtois de l'Université Claude Bernard Lyon. Donc, Hélène est professeure et vice-présidente de l'Université Lyon, membre senior de l'Institut universitaire de France et chevalier de la Légion d'honneur et des palmes académiques. Alors, elle utilise les mouvements des galaxies afin de comprendre l'une des lois naturelles mal connues, la gravitation. Et sa découverte du continent extragalactique dans lequel nous vivons, l'Aniakea, a eu un impact dans le monde entier. Donc, fervente défenseur de la diffusion de la culture scientifique et de l'éducation pour tous, elle est la marraine du planétarium de Vaux-en-Velin et est experte depuis 10 ans de la Commission européenne. Elle a reçu de nombreux prix, dont le rayonnement scientifique français au ministère des Affaires étrangères, le prix Eureka pour la diffusion et l'enseignement des sciences, le prix du meilleur livre d'astronomie grand public pour Voyage sur les flots de galaxies. Elle a été classée en 2017 par un magazine à fort impact, Vanity Fair, parmi les 50 Français les plus influents. Donc, Hélène. Donc, bonjour à tous. Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas de moi dont on parle. Donc, vous m'entendez. Alors, je vais essayer de rattraper un petit peu le retard pour que les orateurs suivants soient à l'heure sur tout votre programme de la journée. Je partage mon PowerPoint. Donc, j'espère que ça va marcher. On est à Lyon, le retard, c'est normal. Donc là, vous le voyez en mode présentateur. Est-ce que vous le voyez en mode plein écran? Non, on est en mode présentateur. Là. Vous êtes en mode présentateur. Je crois qu'il faut basculer, donc on va voir. Est-ce que là, c'est bon? Yes, ça marche. Yes, très bien. Oui. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite que ce que j'avais prévu. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à donner un séminaire sur des technologies qu'on utilise en cosmographie. Et puis, donc, j'ai regardé un petit peu tout le programme et j'espère que je vais citer quelques résonances avec les autres interventions. On va faire une petite pause tout doucement avant de s'envoler dans l'univers. Donc, je vous rappelle qu'on habite sur une planète, la Terre, et qu'aujourd'hui, c'est la seule planète sur laquelle on connaît des formes de vie. Et ça sera toujours la seule planète sur laquelle on pourra se déplacer et qui est dans une zone habitable, même si on connaît aujourd'hui des milliers, environ 4000 autres planètes dans notre galaxie. Certaines sont en zone habitable autour de leur étoile, mais aucune nous est accessible par nos moyens de transport, donc il n'y a pas de plan B. Une fois que ça c'est dit, donc notre planète fait partie, donc tourne autour d'une étoile, le Soleil, et quand on met 100 milliards d'étoiles ensemble à peu près dans l'univers, ça forme une galaxie. Donc c'est cette deuxième objet qui est l'objet de mes études. Une galaxie comme celle-là fait environ 100 milliards d'années-lumière de taille. Donc ça veut dire que si on se déplaçait Donc nous, on habite comme ça sur un bras un peu extérieur de notre galaxie dont on n'a pas de photo. On n'est jamais sorti de la galaxie pour prendre une photo et la renvoyer. Donc c'est une galaxie qui ressemble à la nôtre, celle-ci. Et donc sa taille d'un côté à l'autre, si on voyageait à la vitesse de la lumière, on mettrait 100 000 ans pour la traverser. Et si on voulait communiquer avec des cousins qui seraient localisés de l'autre côté, ben on enverrait un coucou, ça mettrait 100 000 ans à arriver, et il nous renverrait « Ah, je vous ai bien entendu », ça remettrait 100 000 ans à re-arriver. Donc voilà ce que c'est à peu près une galaxie. Une fois dit ça, en réalité, ce que l'on fait dans mon domaine de la cosmographie, donc la cosmographie, c'est des cartes de l'univers, c'est des petits points à l'échelle de la taille des cartes que l'on fait. Des galaxies, on ne les voit plus, et les cartes que l'on fait font à peu près 1 milliard d'années-lumière de taille, de part en part. Et donc, 1 milliard d'années-lumière, en réalité, dans l'univers observable, c'est-à-dire celui qu'on pourrait mesurer si on y arrivait avec tous nos télescopes, c'est à peu près 1 millionième du volume qui est à cartographier. C'est ce qu'on sait faire aujourd'hui.
C'est ce qu'on sait faire de mieux. Donc j'espère que les vidéos passent. J'ai vu la première vidéo tout à l'heure qui passait dans la salle d'attente était un petit peu hachée. Est-ce que vous voyez le flux vidéo? J'espère que oui. Donc en fait, les technologies qu'on utilise pour réussir à faire ces cartes, très bien, bah, je vois les pouces, super, merci. Donc les technologies qu'on utilise pour faire ces cartes, ce sont différentes technologies. Par exemple, ici, je suis montée sur une antenne qui est un télescope en fait, qui fait 100 mètres de diamètre. J'étais avec la directrice de ce radiotélescope aux États-Unis, donc j'ai eu le droit de monter dessus, sinon on n'a pas le droit de monter dessus, parce que c'est une surface donc, qui fait à peu près la taille d'un stade de foot, 110 mètres de diamètre, et dont la sphéricité est contrôlée à peu près à l'échelle du nanomètre avec des actuateurs, des petits moteurs qui sont à l'intérieur dessous chacune de ces plaques de 1 mètre carré qui forment cette surface. Donc, vous voyez que c'est ce type de radiotélescope qu'on utilise. En fait, on monte avec deux ascenseurs, un premier ascenseur qui est ici, un deuxième ascenseur qui est ici, qui monte ici au récepteur quand on a besoin de travailler sur des récepteurs. Donc, la lumière de l'univers arrive sur cette surface collectrice et est renvoyée ici au récepteur. Et ensuite, il y a des fibres optiques qui font 2 km de long qui arrivent jusqu'au spectromètre. Et on est donc dans une salle de contrôle où on analyse les données. On utilise aussi ce type de radiotélescope qui lui est fixe. Donc celui-ci, on le déplace dans tous les sens avec une Freebox depuis la France, par exemple. Alors quand on parle aux IUT de réseau et de télécommunications, donc on a des systèmes de sécurité tout le long pour que quand on donne un ordre ici, il ne soit pas mal interprété de l'autre côté. On a aussi des radiotélescopes qui sont fixes. Alors celui-ci, j'en reparlerai un petit peu plus tard. On a des télescopes qui sont dans l'espace, comme ici Hubble, qui nous permettent d'obtenir des images très précises. Et puis on a des télescopes qui sont localisés sur les plus hautes montagnes possibles, par exemple ici à Hawaï, sur le Mauna Kea, pour obtenir des ciels assez purs, assez nets. Alors voici typiquement ce qu'on obtient comme données pour pouvoir faire de la cartographie. Donc chaque colonne que vous voyez sur la gauche, c'est la galaxie vue par des par des télescopes optiques. Donc on fait de la photométrie, c'est un peu de la photographie. Et puis la même galaxie est obtenue, on obtient ces spectres radio. Donc c'est à 21 cm de longueur d'onde ou 1,4 GHz. Et c'est la même galaxie, là on voit la raie d'hydrogène neutre à 21 cm de longueur d'onde qui nous permet de mesurer en fait sa masse totale et ensuite on arrive à mesurer sa distance et donc à positionner la galaxie sur nos cartes. Donc chacune des galaxies qu'on observe comme ça, c'est la première fois que des humains posent leurs yeux dessus, leurs yeux bien sûr instrumentaux et technologiques, et on peut mesurer leur vitesse. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est le déplacement dans l'univers de ces galaxies qu'on arrive à mesurer, parce que la grande question de physique, c'est qu'est-ce que c'est que la gravitation? Et ce qui fait bouger les galaxies dans l'univers, c'est deux entités, l'expansion générale de la trame qui se dilate, l'expansion de l'univers, donc la trame d'espace-temps sur laquelle on vit, puis la gravitation qui fait bouger ces masses entre elles. Et la gravitation, c'est une des grandes questions du 21e siècle en physique et en technologie, puisque bien qu'on la ressente depuis qu'on a 9 mois et qu'on essaye de marcher et qu'on tombe et qu'on fait tomber nos clés, etc., on est des êtres orientés en gravitation. En fait, au niveau de la physique, on n'a pas encore vraiment découvert la gravitation exactement. Donc, ce petit schéma, c'est pour vous montrer ce qu'on obtient vraiment au télescope. Donc, les données nous permettent d'obtenir ça. Donc là, il y a des flèches rouges et bleues. Et ça, c'est une cartographie. Donc, on est au centre de cette carte. Cette carte fait à peu près 500 millions d'années-lumière de diamètre. Et quand vous voyez des petits endroits là où il y a vraiment une dissection entre un paquet de flèches rouges et un paquet de flèches bleues, ce sont des galaxies qu'on a mesurées et qui reviennent vers l'observateur ou partent de l'observateur. Donc c'est un défaut observationnel de voir toutes ces choses radiales, mais c'est parce qu'on n'a que l'effet Doppler en fait pour mesurer. L'effet Doppler, c'est radial. Donc ensuite, par les mathématiques, et là je suis en résonance avec l'informatique par exemple, comme section à l'IUT, donc par les mathématiques et des superordinateurs, on peut reconstruire à 3 dimensions ces cartes et obtenir une reconstruction des masses
dans l'univers qui provoquent ces déplacements. Alors nous, on fait ça de façon empirique, c'est-à-dire que on n'est pas en physique en train de dire de quoi sont faits, quelles sont ces natures de ces masses. Par exemple, il y a des questions sur de la matière noire qui serait inconnue. Euh, Effectivement, il nous manque beaucoup de masse quand on passe de la lumière, c'est-à-dire les galaxies, ce qu'on voit. Donc ces galaxies, la lumière des galaxies, c'est la lumière des étoiles qui sont à l'intérieur, donc de notre Soleil, par exemple. Mais quand on passe de ce qu'on observe à ce qui est sous-jacent, la mer de matière, la mer de masse sous-jacente à tous ces déplacements, là, il nous manque énormément de masse, 5 fois plus que ce qu'on observe. Et donc ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est la forme de la loi de la gravitation qu'on a écrit depuis Einstein? Donc ça fait longtemps, c'est un peu vieux, ça fait 100 ans, la relativité générale. Donc, est-ce qu'il faut la changer ou est-ce qu'il y a des formes de masse qu'on ne comprend pas? Alors, juste pour vous expliquer la façon dont on fait ça, qui nous fait penser qu'il manque de la masse, c'est un petit peu comme si on observait nos galaxies, c'est des bateaux qui sont dans tous les sens, dans le désordre. Donc là, on a un bateau qui pointe son nez, va vers la droite, et puis ici, par exemple, j'ai un nez qui va un petit peu dans l'autre direction. Là, j'en ai qui sont vraiment dans le désordre. Et puis, il y a des endroits où on voit les bateaux où tous les nez sont, par exemple, vers la gauche, la pointe du bateau. Alors en fait, ces calculs informatiques, c'est exactement ça. On cherche les endroits où il y a énormément de cohérence dans les déplacements des galaxies, et ça nous pointe vers là où se trouve la masse dans l'univers. Alors, quand on est capable de faire ça, et c'est ce qui a valu beaucoup de reconnaissance à notre programme de recherche qui s'appelle donc les flots cosmiques, et qui est vraiment tenu par Lyon 1 et 10 collègues de partout dans l'univers, ça nous a permis de montrer la cohérence des mouvements, c'est-à-dire qu'on cherchait des trajectoires qui étaient cohérentes, et ça nous a permis de coloriser un petit peu deux régions complètement différentes dans l'univers. Et pour la première fois, en 2014, on a déplacé le centre de la carte qui était sur nous, l'observateur, sur un autre endroit qui était le centre de masse vers lesquels se dirigent toutes les galaxies, y compris la nôtre. Et donc, c'est en calculant ces trajectoires. Donc, nous, on habite ici, c'est ce petit point rouge là qui est en train de tourner. Et avant, tous ces petits points verts, on pensait que c'était notre maison, le superamas local. Et en réalité, on s'est rendu compte que ce superamas, c'est toute cette enveloppe bleue à 3 dimensions. Parce que vous voyez, ce n'est pas des trajectoires, c'est ce qu'on appelle des lignes de flux. Donc, les trajectoires, c'est des intégrations sur le temps. Donc là, on fait des intégrations sur l'espace. Et toutes les galaxies qui ont cette intégration convergente vers l'ensemble de ce volume qu'on a délimité, en fait, on a trouvé une frontière. Et l'Aniakea, en hawaïen, il y a deux définitions. Il y a euh, horizon cosmique géant, horizon céleste géant. Et ce qu'on a trouvé, c'était vraiment un horizon, c'est-à-dire qu'on a délimité la frontière de là où on vit. Et puis, ça veut dire aussi les cieux immenses. euh, euh, Hyman's Heavens. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça l'Aniakea, parce que les Polynésiens, et vous avez vu, on a des télescopes qui sont situés à Hawaï où on travaille beaucoup, les Polynésiens suivaient les flux océaniques, les océans, les courants, pour naviguer à travers le Pacifique, qui est immense, et retrouver des toutes petites îles à travers le Pacifique à la voile. Et aussi, ils utilisaient les étoiles pour se repérer. Donc, on a fait un hommage à ces anciennes navigations, puisque c'est un petit peu ce qu'on fait, nous, on suit des courants. Donc, on a trouvé notre continent qui s'appelle l'Aniakea. Et puis, depuis 2014, on essaie de comprendre les continents voisins. En fait, on est capable de dire qu'aujourd'hui, ce qu'on pensait être notre superamas, donc nous, on est un petit peu des banlieusards tout le temps. Vous voyez qu'on n'habite pas sur la première planète autour du Soleil, Mercure ou Vénus, heureusement parce qu'il fait très très chaud, on habite un petit peu plus loin. Dans la galaxie, on habite sur un bras spiral un peu éloigné. Et dans la Niakea, en fait, notre galaxie habite de façon un peu à la frontière entre la Niakea, donc son cœur, c'est ici le grand attracteur, et puis un super amas voisin qui s'appelle Persée-Poisson. Et nous, on habite un petit peu au bord de la ligne de crête de ces deux immensités. Alors, on peut pousser les calculs un peu plus loin, et c'est ce qu'on fait. Donc là, vous voyez la Niakea en bleu, cette enveloppe.
Et ce qu'on calcule ici, ce sont les autoroutes cosmiques. Donc en fait, on fait ce qui s'appelle le tenseur de cisaillement du champ de vitesse et ça nous permet de repérer les autoroutes principales de notre coin d'univers. Et on n'utilise pas, donc là, il y a un petit Pac-Man qui se déplace. Alors au niveau du génie de l'information, aussi, ce qu'on a pu faire, c'est que tout ce qu'on fait est disponible sans mot de passe sur Internet. Donc, toutes nos bases de données, dès qu'une donnée est observée au télescope, c'est disponible au grand public et aux chercheurs. Et puis aussi toutes nos visualisations. Donc, je sais que dans les IUT, il y a énormément aussi de visualisation et de traitement de l'image. Et vous voyez qu'on a ce niveau de traitement qui nous permet d'explorer. Donc, on fait ça d'abord pour nous, pour la recherche, pour comprendre ce qu'on a trouvé, et ensuite pour diffuser le plus vite possible auprès des étudiants, auprès des collègues et auprès du grand public, tout ce qu'on trouve. Donc, on est capable d'observer le cœur de la Niakia et d'observer les 5 artères qui viennent nourrir en fait par ce flux de matière, et on essaye de comprendre la gravitation qui crée ces architectures célestes. Alors, ces architectures célestes, elles apparaissent au cours du temps grâce à un tir à la corde entre deux entités. Donc, je ne dis pas deux forces parce que la gravitation, on l'explique au lycée tout à l'heure quand Christophe parlait du -3 plus 3. À -3, on explique aux gens que la gravitation, c'est une force. Et à +3, on leur explique que, attention, depuis Einstein, on écrit ça sous la forme d'un tenseur, c'est pas vraiment une force, éventuellement. Et depuis 2-3 ans, on sait qu'il y a des ondes gravitationnelles. On se pose la question de est-ce qu'il y a un graviton, est-ce qu'il y a une particule qui est associée ou pas à la gravitation, comme quand on a découvert le photon avec l'électricité, la lumière, pardon, et l'électricité, donc l'électron. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on découvre des choses comme ça, eh bien, il y a des technologies qui sont qui sont développées à la suite. Donc on sait qu'aujourd'hui on vit à l'ère de l'électron, l'électronique, puisque tous nos ordinateurs, notre communication d'aujourd'hui est essentiellement, aujourd'hui cette conférence est essentiellement basée sur l'électronique. On sait que tout doucement on commence à passer dans l'ère de la photonique. Alors, à la maison, c'est encore très peu vrai, c'est-à-dire que personne n'a une cafetière ce matin basée sur la photonique. Votre cafetière était basée sur l'électronique ou sur la thermique pure et la conduction entre métaux. Mais on sait que par exemple, l'Internet, on est en train de passer sur les fibres optiques et on passe tout doucement. Il va peut-être y avoir bientôt les ordinateurs quantiques par la photonique. Voilà. Et est-ce qu'un jour, si on trouve le graviton, si on commence à bien savoir utiliser la gravitation, est-ce qu'on va rentrer dans l'ère de la gravitonique? Ça, je ne sais pas et je pense que je ne saurais pas avant de disparaître de cette terre, mais voilà à quoi ça sert un peu la recherche fondamentale et derrière, on sait qu'il y a toute la technologie qui se déroule. Donc, sous deux effets contraires, l'expansion de l'univers, s'il n'y avait que l'expansion, toute la matière serait dispersée aux quatre coins de l'univers, et s'il n'y avait que la gravitation, toute la matière serait rassemblée. Et en fait, parce qu'il y a ces deux actions contraires, on a une évolution, si on part d'une soupe un petit peu homogène après le Big Bang, on a une formation de grandes dentelles cosmiques avec des filaments, des vides qui, au fur et à mesure du temps, se creusent. Donc on a des régions qui sont très très vite dans l'univers. Donc ça, c'est l'évolution de notre coin d'univers avec la formation de là où on vit. Donc l'amas, on habite à côté de ce qu'on appelle un amas de galaxies qui s'appelle la Vierge. Il y a l'amas de la chevelure de Bérénice, l'amas de Chapelet, l'amas Persée-Poisson. Et en fait, quand on se déroule le temps dans des simulations numériques, on voit que ça ressemble à ce qu'on comprend de l'univers. Donc les simulations numériques, pour nous, c'est notre bac à sable, c'est là où on teste nos équations, la gravitation, c'est là où on teste la masse. C'est pas là où on découvre ce qui se passe dans l'univers. Ce qu'on découvre, là où on découvre, c'est avec les technologies observationnelles. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est un petit peu tout ce qu'on a fait entre 2006 et 2020. Et là, en 2021, donc on travaillait avec 18 000 galaxies et on observait ces cartes d'à peu près 500 millions d'années-lumière en réalité, mais qu'on peut reconstruire à peu près sur le double de la distance, puisque la gravitation, c'est des interactions à très longue distance.
Et vous voyez que nos données, en fait, sont très asymétriques sur le ciel. Elles sont, donc tout ça, tous ces petits points, c'est des galaxies. Et nous, on est au centre de cette carte parce qu'on observe, on mesure les distances aux galaxies à partir de nous. Et en fait, vous voyez qu'on arrivait à aller beaucoup plus loin dans l'hémisphère sud terrestre. Donc, cette barre pointillée, c'est le sud et le nord terrestre, c'est aussi le sud et le nord céleste, puisque quand on est positionné à un endroit, on voit que la moitié du ciel, donc la moitié de l'univers. Donc, depuis Lyon, depuis Nantes, depuis Clermont-Ferrand, depuis là où vous êtes, en fait, votre ciel, c'est un hémisphère au-dessus de vous, et vous observez que la moitié du ciel. Et votre ciel, aujourd'hui, de journée, les radiotélescopes, on observe dans la journée, bien sûr, on n'est pas gêné par les rayonnements de notre étoile, le Soleil. Donc les galaxies sont là, hein, sont au-dessus de vos têtes. Et par exemple, ce radiotélescope ici en haut à droite observait, parce qu'en fait, il a collapsé, il s'est détruit. Et tout ça est tombé dans cette toile qui est une toile métallique, en fait, assez robuste. Mais les piliers se sont effondrés. Donc il faut voir ici la taille de l'institut de recherche, hein, c'est cette maison ici à droite. Et ces piliers, ces câbles, en fait, ont lâché récemment. Donc, ça s'est complètement collapsé en décembre. Il y a des webcams qui observent en permanence la météo et les structures. Et en fait, on a pu assister pour la première fois au collapse d'un radiotélescope. Les câbles ont lâché. Un premier câble a lâché qui est venu déchirer cette structure métallique. Et ensuite, quelques semaines après, donc tout était sécurisé, mais quelques semaines après, d'autres câbles ont lâché, les piliers sont tombés, le récepteur ici primaire est tombé, c'est une catastrophe. C'était le plus grand radiotélescope du monde qui est situé dans l'hémisphère nord. C'est un des rares, et vous voyez que dans l'hémisphère nord, déjà, on n'a pas beaucoup de télescopes, puisque vous voyez qu'on manque de données. Et donc, pour l'instant, ce qu'on va faire pour la suite, donc c'est ce qu'on appelle Cosmic Flows 4, on en est à la 4e génération de catalogue de galaxies pour observer, pour comprendre les cartes et faire les mouvements dans l'univers. On vient de récupérer, rassembler énormément de points qui viennent d'une technologie qui est complètement différente. Vous voyez ce tout petit télescope optique qui fait 2,50 m de large. Il y a un bonhomme ici sur la photo. Vous voyez ici son hangar qui coulisse. Donc lui, il n'observe que la nuit. On le bascule comme ça en bas. On coulisse le toit dessus. C'est un télescope optique, donc c'est... Ah, ça y est, je suis arrivée à la fin de mes 20 minutes, donc je vais aller un petit peu plus vite. C'est très très différent tout ce qu'on fait, mais c'était pour vous montrer que aujourd'hui, on utilise beaucoup de multifibres optiques pour aller plus vite. Donc ce petit télescope, en réalité, qui a un miroir de 2,50 m, au bout du miroir, il y a un spectrographe, et pour emmener la lumière au spectrographe, ce qu'on fait, c'est qu'on perce à la perceuse des plaques métalliques comme ça, sur lesquelles on vient enclencher des fibres optiques. Et là, j'en profite pour vous montrer une astronome femme qui lead cette partie de manipulation au télescope et qui est en train de préparer la nuit d'observation, parce que j'ai vu aussi dans le programme qu'il y avait des questions sur le féminisme et l'étude du rôle et de la place et de la façon dont on voit les femmes en sciences et en technologie. C'est quelque chose qui est au balbutiement dans notre domaine. Mais en tout cas, ici, donc, on voit Anne-Marie Weichmann qui est en train de préparer tout ce plugin qui est manuel. Et là, il y a à peu près 2500 fibres. Il ne faut pas se tromper sur le chemin des fibres, parce que chaque fibre, en fait, on a percé la plaque à l'endroit où on observe une des galaxies. Ensuite, il faut mettre la fibre, et cette fibre conduira au télescope optique pour faire un spectre de la galaxie qui va permettre de mesurer la distance. Alors l'autre chose qu'on voit ici, donc qui ne sera pas utilisée pour la 4e génération qui va sortir cette année en 2021, donc on passe de 18 000 galaxies à peu près 45 000, 50 000 galaxies entre 2016 et 2020. En 4 ans, on a triplé notre nombre d'objets, essentiellement dans le nord cette fois-ci. Et là, dans le sud, il y a des nouvelles technologies qui démarrent, en particulier radio. Donc là, on vient de voir dans cette petite animation un radiotélescope qui, cette fois-ci, au lieu de faire des radiotélescopes géants, on utilise des antennes qui font chacune 15 mètres de diamètre, mais il y en a 64, et on les met en réseau. Et on fait on fait une interférence de ces. Là, on voit la control room avec les 74 antennes, dont certaines qui étaient rouges et qui ne fonctionnaient pas.
Et ça, c'est la chef du département en Afrique du Sud, où il y a énormément, donc pour le développement de ce pays, la ministre de l'enseignement et des technologies est une femme africaine noire et qui est en train d'essayer de vraiment faire monter un pays de l'Afrique en technologie et en sciences. Donc on a ce radiotélescope sud-africain et on a ici la petite vidéo d'en bas, un nouveau télescope. Alors c'est un nouveau télescope, c'est l'ancien télescope avec lequel j'ai fait ma thèse. Donc vous voyez que c'est un télescope qui est très kitsch, qui est très vintage, mais dont on a fait une transplantation cardiaque et on lui a mis, vous voyez ici des fibres optiques, à nouveau un spectrographe optique qui fonctionne avec des fibres, mais ici elles sont robotisées, vous les voyez se déplacer, et il y a un talk sur les céramiques ferroélectriques, et c'est ce qui se passe ici, c'est des ingénieurs et techniciens australiens qui ont réussi à inventer cette technologie qui s'appelle les starbugs, les scarabées des étoiles, qui se déplacent tout seuls, qui vont déplacer tout seuls en 5 minutes une reconfiguration de 300 euh, fibres optiques, c'est-à-dire qu'on n'a plus à plugger à la main, on n'a plus à préparer la nuit à l'avance, et du coup, pendant la nuit, on peut changer en 5 minutes la configuration de 300 fibres optiques comme ça, et du coup observer beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Donc ça, c'est ma dernière diapositive et je vais arrêter avec là. Donc je voulais quand même vous faire un petit slide un petit peu plus scientifique pour vous montrer à quoi on est en train de travailler. Donc quand je vous dis qu'on travaille sur la gravitation, on a aussi une nouvelle technologie qui est envoyé dans l'espace, qui s'appelle Euclide. C'est un télescope avec un petit miroir de 1,20 m, mais on a besoin de plus petits miroirs quand on est dans l'espace parce que tout est plus propre, il n'y a pas d'interférence lumineuse, il n'y a pas de pollution atmosphérique, il n'y a pas voilà, toute l'activité humaine et l'activité normale de la planète, c'est-à-dire une atmosphère de 100 mètres d'altitude, hein, qui est toute petite, cette couche qui nous permet de vivre. Donc, quand on est dans l'espace, on voit beaucoup plus propre et toutes ces distances, ces mesures, donc tout ce qui est en rouge, ce sont les futures mesures. Donc, on aura ces futurs radiotélescopes et multifibres optiques que je vous ai présentés, là, qui seront. Donc, ça, c'est la distance dans l'univers et ça, c'est ce qu'on appelle le taux de croissance des structures. Donc, très près, on peut faire avec des télescopes seuls et puis très loin, on va faire ça avec un télescope qui sera lancé depuis Kourou en Guyane à l'automne prochain, vers septembre 2022. Ça va être un des derniers lancements des Ariane 5 avant de partir sur les Ariane 6. Une expérience qui est emmenée par la France. On est 1500 chercheurs de 16 pays essentiellement européens, mais le lead est français. Et ce qu'on essaye de comprendre avec ce diagramme un petit peu barbare, c'est imaginer le taux de croissance, la courbe de croissance des enfants sur le carnet de santé qu'on a des enfants, eh bien, entre quand ils sont adolescents et puis quand ils sont adultes. Et en fait, en observant la courbe de croissance qui est en train de leur arriver, donc vous savez que les ados, ils ont des poussées de croissance. Quand on est bébé, on a une poussée de croissance aussi. Et bien, en fait, en mesurant ça, on arrive à comprendre quelle est l'équation de la gravitation, qu'est-ce qui se passe en fonction du temps. Et par exemple, si on est sur cette courbe en très plein, c'est la gravitation à l'Einstein, ce qu'on appelle la relativité générale. Et si on commence à se décaler sur ces courbes pointillées, en fait, c'est des modèles très très exotiques qui ne sont pas du tout ce qu'on pense de la gravitation. Aujourd'hui, tous les points de toutes les couleurs, c'est ce qu'on a avec les données. Donc, vous voyez qu'on peut fitter à peu près n'importe quel modèle de gravitation. Et puis, les barres d'erreur des points rouges, bah, c'est ce qu'on espère avoir. Et donc, en rejoignant les deux bouts comme ça, parce que si on obtient une courbe, par exemple, très loin dans l'univers qui est très haute et une courbe très basse ici, bah, alors ça sera des modèles très exotiques avec des oscillations entre les deux. Il faudra réussir à comprendre pourquoi ces deux courbes ne se rejoignent pas. Et ça ne sera pas la relativité générale, effectivement, le modèle. Voilà, donc je m'arrêterai là, parce que normalement, on avait 5 minutes de questions dans le planning. J'espère qu'on a récupéré un tout petit peu de temps, mais je ne me sens pas beaucoup. Merci beaucoup. Bah, moi, finalement, j'aurais bien pris un quart d'heure de retard en plus, hein. Après, on peut prendre des questions. Voilà.
Est-ce que quelqu'un veut y aller pour une question? Il faut réactiver les micros. Donc, je vois le chat. Si vous pouvez pas faire parler les micros, je vois aussi ce qui est écrit dans WebEx. Alors, est-ce que l'envoi de très nombreux satellites en orbite peut interférer sur ces recherches? Oui, c'est un des... Je vois tout à fait à quoi vous voulez faire allusion. C'est un des problèmes qu'on a parce que c'est une personne avec qui on ne peut pas discuter. Et donc, il y a l'IAU, c'est l'International Astronomical Union, c'est-à-dire l'assemblée au niveau international pour l'astronomie et l'astrophysique qui essaye de discuter sur tout ça. Et bien sûr, il y a jamais, c'est jamais noir ni blanc les choses. On a envie que tout le monde ait accès à Internet, bien sûr, dans le monde entier, et on se pose des questions sur comment on va réussir à fonctionner. Vous savez qu'aujourd'hui, on est capable d'effacer des choses dans nos images. Par exemple, quand on travaille avec l'armée américaine, qu'on fabrique ensemble des télescopes parce qu'il faut bien trouver de l'argent, ils nous demandent de traiter, eux, de traiter les données. Et par exemple, ils vont effacer des choses et après, ils nous donnent les données et nous, on arrive toujours à avoir nos galaxies, etc. C'est des choses qui seraient possibles, mais c'est vrai que s'il y en a énormément, énormément, ça va être compliqué de traiter les données et il ne faudrait pas que le ciel devienne complètement saturé de satellites. Donc en technologie, par contre, il y a pas mal de jeunes qui se lancent sur le nettoyage de l'espace. J'ai rencontré des jeunes à l'EPFL qui essayent de faire des microsatellites qui récupèrent des déchets aussi. Donc il y a beaucoup à faire sur tout ce qu'on est en train de polluer, la couche de satellites qu'on est en train de polluer autour de notre planète. Oui. Merci, c'était passionnant, super sympa, merci. Ok, bon, très bien. Donc, si vous avez d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. Enfin, donc, c'est le modérateur après qui dit s'il veut passer au. Faut qu'on prenne quand même du temps sur Je peux? les Oui. interventions suivantes. Oui, Allô? oui. Une dernière, et après, J'ai levé la main, mais comme il n'y a pas de... vas-y, Mohamed. Oui. Merci, Madame Courtois, de cette belle présentation. Effectivement, la photonique, c'est le futur, c'est demain. Et moi, je m'interrogeais sur aussi, on veut motiver nos étudiants pour les sciences. Et on a vraiment des pipettes, vraiment des joyaux au sein des UIT qu'on n'exploite pas suffisamment. Moi, je pense à un exposé pareil qui peut motiver autour, vous avez parlé de la dépollution de l'espace, de la vie dans l'espace, du futur, de l'ordinateur quantique, etc. Tous ces éléments-là peuvent intéresser nos jeunes et je pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire au sein des UIT en réseau? Parce que je vois que Lyon, et je m'en félicite, parle d'une manière, depuis votre présidence jusqu'à tous les collègues que je félicite pour l'organisation, de manière décomplexée pour la recherche. On met la recherche en avant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le même cas chez nous, c'est bien aussi. Mais on peut généraliser ça à l'ensemble des IUT parce que vraiment, c'est un potentiel énorme ce qui se passe dans les IUT. Donc cette connexion avec Osons la recherche, maintenant on a des programmes qui se développe sur la Lorraine, peut-être au niveau de l'ensemble des UT, créer un réseau qui intéresse les jeunes à la science par cette approche-là. Donc de manière un petit peu collective, avec des exposés comme ça, je suis persuadé qu'ils pourront y adhérer. Voilà donc une idée que je lance et je vous remercie encore pour votre exposé. Merci. C'est vrai que tout à l'heure, Christophe a rappelé les coordonnées de la réussite. Ça, je crois que c'est quelque chose d'assez euh, qui fonctionne bien, enfin, qui impacte vraiment positivement les étudiants. Et c'est vraiment super que les IUT y participent. Je trouve que c'est bravo à vous. Merci beaucoup, Hélène, pour cet exposé passionnant. Encore une fois, on aurait pu rester un peu plus longtemps, mais voilà. On Je va voulais, je enchaîner. voulais Donc, on a... juste, je voulais juste poser une question à Hélène avant de passer. Je suis désolée. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question. Allez, vas-y. Merci beaucoup. Bon, c'est un rêve enfoui. Au fait, suite à l'intervention de mon collègue, bon, ma question elle est très précise. Comment, Hélène, tu déploies pratico-pratique ce que tu fais au niveau recherche, au niveau de tes enseignements ou ton intervention au niveau de l'UT, si tu interviens, parce que je n'ai pas de réponse sur ce point-là. Est-ce que tu interviens en UT ou est-ce que
Tu es dans Alors, une université ta privée. question, c'est comment je fais passer tout ça dans mes cours et tout? Oui, voilà. Est-ce que Ouais. Alors, aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un tu as de une... très, très bavarde. C'est pour ça que j'avais mis un chronomètre. Donc, moi, je fais des apartés en permanence dans mes cours. Ça, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, et puis, il se trouve que j'enseigne en première année, hein. J'enseigne en physique générale, première année. Alors, moi, je suis complètement décomplexée vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que je ne veux pas faire que du M2. Je m'amuse bien en M2 parce que je les amène, enfin, je les intéresse vers un doctorat, mais en L1, j'aime beaucoup. Donc, en fait, j'enseigne un peu en L1 et en M2 en L3 aussi. Mais en L1, quand je fais optique, électricité, je leur parle de tout ça, hein. Je leur montre quand on fait optique et qu'on fait les lentilles convergentes, divergentes, j'essaie de leur dire, bah voilà, ou les miroirs, je leur montre des télescopes en aparté, je prends 5 minutes du cours à la fin. Et oui, j'ai enseigné à l'IUT Lyon 1. Alors en ce moment, je n'enseigne pas à l'IUT Lyon 1, mais j'ai participé à des TP de physique pour les chimistes. Donc, avec des collègues de mon institut de recherche, en fait, j'ai des collègues de l'IUT Lyon 1 qui font leurs recherches à l'Institut de physique des deux infinis de Lyon. Et du coup, c'est des maîtres de conférences de l'IUT. Donc, ils cherchaient des physiciens pour les aider. Ils n'avaient pas assez de physiciens sur leur cours de physique à Lyon 1. Donc, en ce moment, je n'enseigne pas parce que je suis déchargée à l'IUF, donc j'ai un peu moins d'enseignement. Donc, c'est vrai que je donne essentiellement de l'enseignement à Lyon 1, donc ce que je te disais en optique, en électricité, après en cosmologie. Mais à l'IUT Lyon 1, ouais, ouais, je faisais beaucoup de TP. C'est ce que j'aime beaucoup parce que moi, j'aime le contact face à face. Donc, je faisais des TP. On faisait les ponts de Whiston, par exemple, en électricité. Qu'est-ce que j'ai fait à l'IUT? J'ai fait, bon, maintenant, je ne me rappelle plus, mais beaucoup de la physique générale dans les premières années. Là, et après, moi, je discute avec eux. C'est-à-dire qu'on fait de l'électricité, puis je leur parle de ce qu'on fait dans les télescopes. Enfin, voilà, comment je fais rentrer un peu ma recherche dans mes cours. Mais je ne peux pas m'en empêcher, hein, c'est ma vie. Donc et je ne vais pas m'en empêcher. Non, non. Donc, je fais plein d'apartés tout le temps dès que j'ai besoin de les remotiver ou il y a un peu un blanc ou un manque. On est tous en train de se fatiguer. Je leur parle d'un truc. Je leur dis, allez, venez, on parle 5 minutes de ce qu'on a trouvé au labo hier. Je leur parle de mes thésards. Je leur parle de. Voilà. Mhm. Parce que là, il y a vraiment un moyen de monter une jolie SAE hein, sur le nouveau programme, hein, le but avec ce que tu nous as présenté. Alors, vous voyez qu'il y Ok. a une fonction qui est couper le micro d'un intervenant. Je suis désolé, Richard, c'était facile. Il faut qu'on avance parce qu'autrement, on va être trop en retard. Oui. Donc, pour tous les Bon, collègues je qui me sont dans connecterai de temps en temps pour écouter merci, certaines des merci beaucoup conférences. encore une fois, Hélène. De Merci rien. Au beaucoup. revoir. On va passer aux sessions en parallèle. Et donc, pour tous les collègues qui gèrent les sessions, donc on a le quart d'heure lyonnais de retard habituel, un petit peu plus maintenant.